Mhm. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Cathy de l'association Ali ASBL. Je défends le droit, la liberté du choix de l'instruction depuis 2013. Donc, je me suis beaucoup intéressée aux droits humains et à leur effectivité. Et ceci m'a amené à proposer l'élaboration d'un guide qui permet de comprendre l'écosystème des droits humains dans le cadre d'un projet européen et qui s'intitule Future Aid. Euh, Et donc, c'est en fait dans ce cadre que j'ai voulu proposer cette session pour écouter des praticiennes, pour aller sur le terrain et avoir l'avis de personnes qui sont engagées sur le terrain et pour qu'elles échangent avec nous sur la réalité du terrain par rapport à ce que certains considèrent comme un idéal creux, c'est-à-dire les droits humains. Donc on va voir, est-ce que c'est un idéal creux ou un outil pour agir, et vous pourrez vous faire votre propre opinion à l'issue de la session. Et j'ai le grand plaisir d'avoir Anne-Claire Delval comme modératrice, qui est très engagée, elle, pour donner la parole aux personnes engagées, que ce soit la grande-duchesse la grande-duchesse du Luxembourg jusqu'à n'importe qui est engagé, parce qu'il y a plein de gens qui sont engagés partout. Et, euh, et voilà. Et donc nous avons trois invités. Euh, Joséphine qui vient de Polynice, qui est chargée de plaidoyer, donc elle va couvrir la partie un peu plus l'aspect politique. On a une juriste qui a également collaboré à l'élaboration du guide, c'est Tatiana, et qui œuvre aussi pour la démocratisation du droit. Donc elle est engagée aussi. Et enfin, Marion, qui elle est plutôt facilitatrice et va aborder un peu l'aspect humain dans tout ça. Et je passe la parole à Anne-Claire et je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir posé le cadre, Cathy. Alors, Cathy, toi, tu fais attention au chat. Si Mhm. vous avez des questions parmi les personnes qui sont présentes pour nous écouter, n'hésitez pas à les marquer directement dans le chat, comme ça on peut les relayer immédiatement, plutôt que d'attendre forcément la fin de session, parce que si jamais ça déborde, vous n'aurez pas le temps, vous serez frustré. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous manifester. C'est aussi le but de cet échange. Et puis, on va essayer de terminer vers, on avait dit 17h25 précisément, parce que, il y a besoin pour les unes et les autres d'aller récupérer les enfants, d'avoir une vie en dehors de notre engagement. Merci à toutes les quatre pour vos engagements respectifs, parce que sans personnes comme vous, les choses, elles ne bougeraient pas. Donc je pense que chacune dans ce que vous faites. Vous illustrez parfaitement ce que ça veut dire. Et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant en préparant cette session avec vous, c'était aussi le recul que vous pouvez prendre et vraiment la richesse de ce que vous apportez de chacune, comme l'a dit Cathy, vos perceptions de ce que c'est que à la fois s'engager et de ces questions du droit. Est-ce que oui ou non, finalement aujourd'hui, ça peut nous servir ou nous freiner? Donc, la première question pour ouvrir la session que j'ai envie de vous poser à chacune, alors on va essayer de répondre à chaque fois d'une manière un peu synthétique, mais quand même ne pas laisser tout en surface. Donc, je vous laisse un peu voir aussi entre vous et de peut-être interagir à certains moments. Euh, donc, on ne peut pas dire autre chose que globalement, les gens se sentent, et je l'ai encore entendu ce matin, on ne peut rien faire. De toute façon, c'est comme ça, on ne peut pas changer les choses. Ce sentiment d'impuissance, c'est incroyable. Alors, est-ce que vous, vous définiriez réellement ce que c'est qu'un droit humain et à quoi il peut vraiment nous servir? Et est-ce que finalement, c'est juste des choses qui sont écrites sur un bout de papier ou bien, comme je viens de le dire, ce sont des outils, c'est ce que nous proposait aussi comme aspect Cathy, sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont tangibles et qui sont utilisables. Alors, je n'ai pas d'ordre pour vous donner la parole de cette première question. Celle qui a envie de se jeter à l'eau, la première, est la bienvenue. Et Cathy, je crois que tu avais une deuxième slide à nous proposer. Alors, où est ma deuxième slide?
Est-ce que ça va marcher? Vous avez vu, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas. Vous la voyez, la slide? Allez, Non, moi il y je a vais fin bien me du diapo. lancer. Bon, ben, désolé pour la slide en français. Alors, Je veux bien me lancer pour l'introduction. Alors, merci beaucoup merci, pour je... l'invitation en tout cas. Effectivement, je pense que ce sentiment d'impuissance, on en est tous traversés à un moment ou un autre quand on est militant, engagé en politique, dans l'associatif, pour différentes causes. Pour ma part, moi, j'ai le sentiment d'alterner un peu entre des moments, d'osciller entre des moments où je me sens impuissante, des moments où au contraire, je vois que des choses bougent et que ça peut être entre autres grâce à moi. Donc, je pense que c'est normal, qu'il faut, pas se laisser, bouleverser par, ces sentiments un peu contradictoires qui peuvent nous traverser. Et moi, en tout cas, j'essaye de garder mon cap, avec, un peu des principes, qui sont de rester lucide sur, ce qui est peut-être possible. Après, ce qui est possible, c'est pas tout à fait figé, donc parfois il y a des choses qu'on pensait impossibles qui deviennent possibles. Et inversement, mais voilà, rester un peu lucide, garder sa détermination, sa persévérance, parce que c'est aussi comme ça que, avec persévérance, que parfois on creuse quelque chose et puis un jour ça finit par passer. Et l'espoir, parce que voilà, c'est aussi un moteur au quotidien qui va nous pousser dans toutes nos actions. Tatiana, Ouais, moi je Marie, suis vous assez aussi, vous d'accord. espérez quelque chose? Non, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut vraiment concevoir ces changements sur le temps long. Il faut pas être trop, enfin se hâter en fait trop et il faut se dire que ça va venir, mais c'est extrêmement progressif. Nous, effectivement, on le voit en droit et donc c'est vrai que des fois on éprouve des moments du découragement. On se dit que ça va jamais advenir, alors que parfois on a des évolutions juridiques qui sont hyper importantes et on a l'impression de ne pas en voir les effets. Et des fois, il faut attendre plusieurs décennies, mais au bout de plusieurs décennies, là, d'un coup, advient le changement et on se dit que ça y est et que donc il fallait continuer à y croire. Là, on a encore eu un exemple récent. Je lisais récemment l'actualité juridique sur le devoir conjugal. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais on a une proposition de loi là qui va être analysée prochainement et justement qui vise à mettre un terme au devoir conjugal et sous l'effet précisément d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on a vu cette construction jurisprudentielle hein, d'un devoir conjugal qui pouvait vraiment laisser ahuri parce que elle n'avait pas véritablement de fondement juridique textuel. Hein. On avait uniquement dans le droit l'obligation dans le mariage d'une communauté de vie. Et de cette communauté de vie, eh bien, les juges français avaient inféré un devoir conjugal et donc ils avaient prononcé des divorces pour faute, auteur exclusif, ben, bien souvent des épouses, avec des conséquences financières qui étaient derrière désastreuses, sur le fondement d'un manquement à ce fameux devoir conjugal. Alors même qu'on avait en droit pénal une infraction qui s'appelle le viol, et puis plus tard aussi le viol conjugal qui a été reconnu. Donc il y avait une contradiction évidente. Et on peinait à voir la logique en fait juridique là-dedans. Et voilà, il a fallu attendre quand même très longtemps, c'est ce qui est quand même assez navrant, mais finalement, on a quand même, avec cette juridiction-là, la Cour européenne des droits de l'homme, enfin une évolution. Et bon, on va voir ce que ça va donner maintenant, hein, la nouvelle législation qui va être votée. Mais en tout cas, c'est assez encourageant. Merci, ça, c'est une chouette note d'espoir que tu nous proposes là. À toi, Marion. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir, d'abord et avant tout, qu'on rencontre dans les personnes qui sont avec nous sur le terrain, qui sont souvent des personnes extraordinaires et pleines de lumière et d'espoir elles-mêmes. Donc, on a beaucoup d'opportunités dans une année pour faire ces rencontres,
pour tisser des liens. Et bien sûr, comme disait Joséphine, on est traversé par des vagues de découragement. Et puis, on reprend le dessus. Et parfois, on se dit, je rassemble toutes mes forces. Je fais ce geste comme si je mettais une espèce de sac à dos. Et, euh, et on est reparti. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un peu comme ça, parfois un petit peu en dents de scie par moment. Mais je dirais que ce qui permet, pour moi en tout cas, de tisser, de trouver le sens, c'est de tisser les liens et de vraiment ressentir que nous sommes tous ensemble, en fait très nombreux et nombreuses, à défendre ses droits. Et ça, c'est quand même un sentiment assez, voilà, assez réconfortant. Alors, on a entendu à travers vos premiers mots, là, les unes et les autres, parler de beaucoup d'émotions différentes. Quelque part, j'ai envie de dire que ce que vous vivez dans votre engagement, on le vit au quotidien finalement, pas uniquement dans un engagement ou dans une vie professionnelle ou dans une vie associative. Alors, je sais, ça peut paraître un petit peu étonnant, mais là, maintenant, tout de suite, justement, avec quel type d'émotion ou comment vous aimeriez que les participants ou les gens qui vont écouter cette session se sentent vraiment, donc là je parle du ressenti après nos échanges. Qu'est-ce que vous avez envie d'impulser Moi, j'ai comme quelque chose énergie? tout de suite, c'est de de leur donner l'impression que, eh bien, évidemment, ils sont tout à fait capables de s'emparer de de ces combats, mais on chemine collectivement vers la conscience que nous sommes capables vraiment ensemble de prendre sur nous ces combats. Et je pense que si on arrive à leur transmettre un peu de ce sens de l'organisation, de la coopération, alors on aura quand même réussi à transmettre une petite goutte. Ouais, moi je dirais un peu dans ce prolongement, je souhaite aux personnes qui nous écoutent d'avoir envie, après cette visio, envie de s'engager pour ne pas laisser les choses se dérouler sous leurs yeux sans agir. Et pour ma part, l'engagement et la lutte politique pour des causes justes m'amènent beaucoup de joie, beaucoup d'apprentissage. Donc c'est une formidable aventure que je conseille à toute personne d'entreprendre. Moi, je dirais comme mes camarades hein, que j'aimerais qu'ils en sortent ragaillardis et qu'ils soient convaincus aussi de la force en fait de l'action des militants et de la société civile. Euh, on le constate, j'aimerais donner un autre exemple, on l'a constaté encore récemment. Euh, je rentre tout de suite un petit peu dans le vif du sujet, mais je trouve que c'est tout à fait en lien. Encore un exemple d'un... Là, ici, c'était un arrêt de la Cour de cassation qui est sorti là, encore tout récemment sur le sujet des violences faites aux enfants. Et alors, pour retracer un petit peu l'historique, on avait eu à l'origine une décision de première instance dans laquelle un père qui était gendarme avait été condamné pour des violences exercées sur ses deux enfants. Et l'affaire en fait va jusqu'en cour d'appel et la cour d'appel de Metz en 2024 décide elle de revoir totalement ce jugement et elle relaxe le père en considérant qu'il a un fait justificatif qui réside dans l'existence d'un droit de correction qui serait reconnu aux parents. Et alors là, on a de quoi justement s'alarmer et se décourager totalement. On se dit comment en 2024 on peut encore en arriver à avoir des décisions pareilles. Alors ce droit de correction, surtout quand on regarde un petit peu sa genèse, on se rend compte que c'est un concept juridique qui est né au 19e siècle, qui est effectivement
extrêmement rétrograde et effrayant, qui va permettre de justifier des violences on va dire le mot, des maltraitances extrêmement graves sur des enfants, si tant est que elles ont lieu dans un certain cadre, c'est-à-dire si c'est pas trop humiliant pour l'enfant, si c'est proportionné, que c'est un but éducatif. Et donc, on a en 2024 une juridiction qui est quand même une cour d'appel, hein, c'est pas un petit tribunal non plus du coin. Enfin, je veux dire, c'est une juridiction importante qui reprend cette jurisprudence-là et qui se fonde d'ailleurs sur le droit français et même le droit international, en nous expliquant que non, on a des fondements juridiques, hein, pour ce droit de correction-là. Et on attendait évidemment la position de la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en France. Donc elle a un rôle d'unification de la jurisprudence. Et donc elle a été saisie de cette affaire. Et là, il y a quelques jours seulement, elle s'est prononcée et elle a enfin décidé de mettre fin au droit de correction. Alors en se fondant, là c'est quand même intéressant, sur exactement les mêmes textes, hein. Donc en reprenant le droit international des droits de l'homme, donc la Convention des droits de l'enfant en particulier, et puis le droit français, le droit pénal français notamment, en nous expliquant donc que les violences, qu'elles soient commises à l'encontre d'un majeur ou d'un mineur, eh bien, il s'agit d'une infraction qui doit être réprimée et que même lorsque ces violences sont exercées sur un mineur de 15 ans ou qu'elles sont exercées par un ascendant, eh bien, il s'agit de circonstances aggravantes et que donc il faut même les punir plus fermement, plus durement. Et dans son raisonnement, on voit bien que le droit international des droits de l'homme, en particulier cette Convention internationale des droits de l'enfant, elle tient une place centrale. Or, cette convention, elle a bien vu le jour grâce à l'action de la société civile, grâce à l'action de militants, grâce à des actions de lobbying. Et donc là, on voit directement les effets, alors certes, qui se produisent des décennies plus tard. Mais en fait, on voit bien que là, il faut garder espoir puisque il y a une vraie efficacité de ce travail de fond, en fait. Et que là, en 2026, eh bien, enfin, on en arrive à la fin de ce droit de correction qui datait quand même d'il y a plusieurs siècles. Waouh! Merci pour cet exemple, ma foi, assez costaud et incroyable, mais je pense que vous êtes toutes alignées avec cette sensation qu'il y a des temps rapides, des choses qui vont vite, d'autres qui vont lentement et d'autres qui vont extrêmement lentement. Je me permets juste de repasser la parole à Cathy, parce que comme c'est toi qui as l'initiative de cette session, toi aussi, comment est-ce que tu as envie que les gens sortent de cet entretien que nous avons tout ensemble? Euh, Moi, j'ai envie que les gens sachent qu'il existe des outils institutionnalisés. Donc, en fait, ce sont des valeurs philosophiques, finalement, qui viennent qui sont universelles parce qu'en fait, elles sont le résultat de débats entre divers citoyens du monde et diverses cultures de partout dans le monde. Donc, c'est tout de suite à l'après-guerre, ces valeurs communes, elles ont été érigées comme principe à respecter pour pouvoir vivre dans la dignité. Et donc c'est important de comprendre en fait l'histoire des droits humains pour voir comment on peut s'en servir pour en tout cas ne pas avoir à subir quelque chose qui est contraire à notre dignité. Et c'est possible, mais effectivement c'est un gros travail, donc il faut que les personnes qui ont envie de changer les lignes, qui ont envie de bouger les lignes, elles sachent que il y a des outils qui existent, que c'est certes laborieux, que ça demande certaines connaissances, de bien s'informer, mais c'est possible. Donc voilà, quand c'est certes difficile, mais possible. Donc faut pas croire qu'on est impuissant. Et justement, la dignité, c'est de reprendre le pouvoir qu'on a chacun en chacun de nous et de le faire valoir, plutôt que d'obéir et se soumettre, en gros. Alors, on a parlé là de quelques exemples, on a parlé d'outils plutôt juridiques, mais parmi nous, on a donc Joséphine qui est plus orientée action politique, parce que les deux, évidemment, sont intimement mêlés. Alors, pour redonner, repartir encore d'un nouvel exemple, récemment, très récemment, Poligny a remporté en septembre 2025 une victoire qu'on peut qualifier d'historique quand même, non? Ouais, oui.
devant la Cour administrative d'appel de Paris, qui a condamné l'État français à réformer ses protocoles d'évaluation des pesticides. C'est pas rien quand même. Donc déjà, bravo pour tout ça. Et j'imagine qu'effectivement, ça ne s'est pas fait en un jour. On dit souvent, hein, Rome ne s'est pas faite en un jour. Bon, ben voilà, on a l'exemple parfait. Mais alors, bim, badaboum, évidemment, il ne fallait pas s'attendre à ce que les choses soient aussi simples, sinon ce serait pas rigolo. Quelques semaines après, l'État et le lobby Fitace se pourvoient en cassation. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ça s'est vécu à la fois alors, de l'intérieur déjà, à la fois de franchir une étape qui est majeure finalement, et puis d'un seul coup, ploum, allez hop, ça repart dans l'autre sens, et on a un peu l'impression que Goliath revient en force après on s'était dit, super, on a vaincu, ou au moins on a dépassé cette étape. Oui, absolument. Je pense que le mot qui est vraiment à retenir, c'est historique. C'est vraiment ce comment on peut qualifier la décision. Peut-être pour revenir un peu au début de d'où ça part. Nous, Polynis, on lutte contre l'extinction des abeilles et des insectes pollinisateurs. Et la science nous dit que en ce moment même, on est en train de vivre une 6e extinction de masse, qui considère les espèces animales et végétales. Peut-être juste un chiffre pour se redonner en fait l'ampleur de ce que ça signifie. Depuis l'an 1500 à peu près, on a calculé qu'entre 7,5 et 13% de toutes les espèces animales et végétales auraient disparu. Donc 7,5 à 13%, ça paraît être une proportion peut-être pas énorme, mais quand on se donne ça en chiffres absolus, ça fait 150 000 à 260 000 espèces éteintes. Voilà, donc c'est assez effrayant. Parmi ces espèces, il y en a qui sont à la fois très menacées, mais aussi indispensables à notre alimentation, ce sont les pollinisateurs. Et donc dans les pollinisateurs, on retrouve les abeilles, les fameuses abeilles mellifères qu'on connaît bien, mais il y a aussi des tas d'espèces d'abeilles sauvages. Et on retrouve aussi les papillons, des types de mouches, des cirfes, etc. Et il faut savoir quand même que les 3/4 des plantes que nous cultivons pour notre consommation dépendent de cette pollinisation. Donc voilà, ce sont à la fois des insectes qui sont très menacés, mais qui sont en plus indispensables à notre alimentation. Et l'une des principales causes de l'extinction des pollinisateurs, ce sont les pesticides de synthèse, qui sont des produits chimiques qui sont créés pour tuer des plantes ou des animaux qui viennent consommer ou gêner la production justement de végétaux en général. Et ces pesticides donc ciblent certains organismes, mais ils tuent aussi des tas d'espèces qui ne sont pas ciblées à la base, dont les pollinisateurs, mais aussi par ricochet des oiseaux, des poissons, des chauves-souris, etc. Et c'est comme ça qu'on en arrive, entre autres, à une extinction de masse. Et en fait, ces pesticides de synthèse, on sait qu'ils sont toxiques, ils sont fabriqués pour ça. Donc il y a tout un système d'évaluation et de décision pour accorder une autorisation de mise sur le marché à une entreprise qui fabrique ce pesticide. Et c'est là que Polynis, mais aussi d'autres associations, on a identifié un véritable problème. C'est que les procédures d'évaluation et d'autorisation qui sont en vigueur aujourd'hui, en France notamment, mais pas que, ne permettent pas de protéger la biodiversité. Voilà, tout simplement, elles ne sont pas calibrées comme il faut. Alors, c'est évidemment le fruit de pas mal de lobbying de la part des fabricants de pesticides, mais ça rentre complètement en contradiction avec ce que l'État français s'est engagé à faire, c'est-à-dire à protéger la biodiversité. Et ça, il s'est engagé à le faire au travers de différents textes juridiques, notamment la Charte de l'environnement. Et c'est là, en fait, qu'on trouve un levier juridique, nous, pour notre plaidoyer. Donc, on a décidé d'attaquer l'État avec l'association Polynis, mais aussi l'association Notre Affaire à tous, Ampertos. On a décidé d'attaquer l'État et décision historique. Donc en 2023, on a gagné en première instance. Le tribunal administratif, et c'est une première dans le monde, a reconnu l'État responsable de l'effondrement de la biodiversité en raison, entre autres, de ses insuffisances dans l'évaluation des pesticides avant leur mise sur le marché. Donc ça, c'est une première victoire qu'on a évidemment célébrée
avec beaucoup de joie, voilà, le fruit d'années de travail acharné, le fruit aussi voilà, du soutien de tout un tas de personnes, bénévoles, salariés, de gens qui nous ont aidés à financer toutes ces actions. Donc voilà, beaucoup de reconnaissance et de joie. Alors évidemment, l'État ne s'est pas laissé faire comme ça, notamment parce qu'il est accompagné par FITEIS, qui est le lobby des fabricants de pesticides en France. Et donc l'État et FITEIS ont fait appel, mais en septembre 2025, le tribunal nous a donné raison à nouveau et il a en plus ordonné des choses très concrètes, ce qu'on n'avait pas forcément réussi à obtenir dans une autre affaire qui est l'affaire du siècle, qui est la révision des protocoles d'évaluation des pesticides. Donc voilà, les protocoles et la révision de toutes les autorisations de pesticides qui sont aujourd'hui en vigueur en France. Et ça, c'est une décision révolutionnaire. Parce qu'en plus, la décision est exécutoire, c'est-à-dire que l'État doit se conformer à cette décision de justice qui est très claire, qui ne laisse pas vraiment de marge à l'interprétation. Et aujourd'hui, l'État a jusqu'au 4 mars de cette année pour publier un calendrier de révision des pesticides et jusqu'au 3 septembre 2027, donc 2 ans après notre victoire en appel, pour réviser ces protocoles d'évaluation et d'autorisation. Alors, l'État et FITEIS se pourvoient en cassation devant le Conseil d'État, mais encore une fois, la décision de la Cour d'appel est exécutoire, donc elle doit être appliquée même en attendant la décision du Conseil d'État. Alors, bravo déjà. Et puis, ça me permet quand même de remettre sur le tapis cette question de l'espoir, parce que tu l'as dit, Polynice, c'est une petite association, même si vous avez été plusieurs, hein, évidemment. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin non plus d'être gigantesque pour réussir à faire quelque chose. Bravo. Et puis, ça nous permet de pouvoir nous appuyer sur un exemple très concret. Euh, alors évidemment, dans ces hauts et ces bas, je me dis, il y a des moments où on se sent un peu, encore une fois, désemparé, il y a un déséquilibre. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce que vous avez pu tenir? Mais tu l'as dit, j'ai entendu les mots parler, tu as parlé de plaidoyer, tu as parlé de lobby, moi-même j'ai cité FITEIS. Est-ce qu'on pourrait remettre un petit peu, parce que je pense que ce sont ça, entre autres, les outils sur lesquels vous avez pu vous appuyer. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu les idées au clair et nous redéfinir ce que c'est qu'un plaidoyer politique, ce que c'est que un lobby, enfin deux, trois notions comme ça pour qu'on ait les idées bien claires et te suivre de façon plus éclairée, puisque les idées seront plus claires. Oui, alors le plaidoyer, c'est un mot qui est souvent utilisé, alors notamment en droit. Souvent, on me demande: «Ah, tu es chargée de plaidoyer, tu es avocate?» Je dis: «Non, non, alors pas du tout». Mais c'est vrai que je peux parfois m'appuyer sur le droit pour, mener mon activité. Non, le plaidoyer, hein, on va dire dans le sens, souvent, utilisé, par les ONG, les associations, c'est vraiment un ensemble d'actions collectives qui visent à défendre l'intérêt général et c'est vraiment ce point-là qui est important, c'est que nous, notre objectif, c'est de défendre l'intérêt général et pour défendre cet intérêt général, il y a, tout un tas de recours, de leviers possibles, qui peuvent être, voilà, la documentation d'un problème. Souvent, il y a une petite alerte et là, on se dit: «Ah, là, on sent qu'il y a quelque chose, mais il faut aller creuser pour comprendre vraiment quel est le problème, quels sont les acteurs qui ont le pouvoir de régler ce problème, quelles pourraient être les solutions. Donc c'est un travail qui est assez conséquent. Heu, il y a aussi de l'influence politique, donc on utilise, des méthodes, parfois proches du lobbying. Donc l'idée, ça va être d'aller influencer justement ces acteurs qui ont la possibilité, d'agir pour résoudre le problème et qui souvent sont des décideurs politiques, au niveau local ou national, européen ou international. On a aussi recours, au contentieux juridique, quand on se rend compte que les actions ne sont pas menées alors que pourtant le droit l'ordonne et donc là, on va essayer d'aller contraindre, entre autres, ces acteurs, politiques ou même certaines entreprises, voilà, à se conformer au droit et ça passe aussi par, de la communication, de la médiatisation, de la sensibilisation et de la mobilisation des citoyens parce que comme tu le disais tout à l'heure, hem
les associations, on n'est pas très grandes. On fonctionne alors parfois avec des salariés, parfois avec des bénévoles, mais bon, c'est pas leur activité forcément principale. On a des budgets qui sont forcément sans commune mesure avec ceux de grandes entreprises, par exemple des industriels de l'agrochimie. Et donc là, oui, ce qui nous permet de tenir, entre autres, c'est le soutien et la générosité des donateurs qui nous aident à financer du temps de travail, de recherche, mais aussi engager certains avocats spécialisés. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Sinon, on ne peut rien faire, ou beaucoup moins en tout cas. Tu as parlé d'avoir des méthodes assez proches des lobbies. Donc, en gros, les lobbies, pour encore une fois mettre les choses de façon assez précise dans notre tête à chacun d'entre nous, ce sont des gens, des organisations qui simplement essayent d'avoir de l'influence auprès des décideurs. Si on définit ça simple, ça C'est ça. ressemblerait à ça. Oui, c'est ça. Et la grosse différence, c'est que autant les associations ou les organisations qui font du plaidoyer défendent l'intérêt général, les lobbyistes en général défendent des intérêts privés, d'entreprises ou de personnes, avec souvent une visée finale qui est, d'augmenter les profits, de l'entreprise dont c'est, l'objectif. Donc voilà, c'est la grosse différence et c'est aussi que nous, en tant que justement défenseurs de l'intérêt général, on peut s'appuyer sur les citoyens et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait et c'est là qu'est notre force, que n'ont pas en général, les lobbies. Alors, il y a autre chose que tu as cité tout à l'heure et j'aimerais bien que tu l'éclaires aussi, c'est l'affaire du siècle. Oui, alors, c'est pas Polynice qui était impliquée dans Non, l'affaire non, du non, non, siècle, mais mais c'est vrai que c'est une affaire, qui est intéressante. C'est, encore une fois un collectif d'associations, qui a attaqué l'État, pour, inaction, face, à l'urgence climatique, en reprochant à l'État français de ne pas mettre, en place, les mesures nécessaires pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre. L'affaire du siècle, donc, qui avait entre autres été très médiatisée parce qu'il y avait eu une pétition qui avait récolté énormément de signatures, plus de 2 millions, et ensuite qui s'est déroulée sur plusieurs années. L'État a aussi donné raison aux associations, donc ça, encore une fois, décision historique. Hem, le tribunal a ordonné à l'État de se conformer et de mettre en place un certain nombre de mesures nécessaires pour, réduire ses émissions de gaz à effet de serre et c'est là que, je pense se situe, la différence entre ces 2 affaires. C'est que, la justice a laissé à l'État toute liberté, pour, dans les mesures à prendre, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sans objectif chiffré et quand, les associations donc on sait aujourd'hui que l'action de l'État est insuffisante, mais donc les associations ont de nouveau, attaqué l'État, pour, voilà, pour dire que c'était insuffisant, qu'il fallait du coup une astreinte, financière pour le forcer à agir et là, elles ont pour l'instant été, déboutées, le tribunal estimant que voilà, l'État avait mis en place, un certain nombre de mesures et c'est là, voilà, la petite subtilité, qui fait que bon, là, on est en procédure, enfin voilà, l'État s'est à nouveau, pourvu en cassation. Donc cette affaire n'est pas finie. D'ailleurs, l'affaire Justice pour le vivant, qui est celle, qui demande la révision, des protocoles, d'autorisation des pesticides n'est pas terminée non plus. Mais on a cette chance d'avoir une demande très précise, une ordonnance très précise de la part du tribunal, à l'État français. Alors, merci d'avoir remis les choses dans leur contexte parce que je me dis, cette session, elle sera disponible ensuite pour des gens qui ne sont pas forcément impliqués uniquement en France. Là aussi, ça va pouvoir donner peut-être de l'espoir à d'autres associations dans d'autres pays. Et tu as parlé, et on en avait déjà discuté en préparant cette émission ensemble, de pétition. Tu as parlé de la pétition qui avait recueilli, je ne sais plus, tu as dit 2 millions, c'est Plus de ça? 2 millions de signatures, ouais. Mmh. Voilà. Alors, tu nous avais dit, mais les pétitions, elles ont vraiment un rôle. C'est pas juste signer un bout de papier ou mettre sa signature électronique. Explique-nous un peu.
Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, c'est une question qu'on nous pose souvent, mais que je me suis moi-même posée, régulièrement en signant des pétitions avant de travailler chez Polynice. Je me disais: «Bon, à quoi servent toutes ces pétitions?» Des fois, on a l'impression de signer, signer et que les choses n'avancent pas pour autant. Et là, vraiment, en travaillant chez Polynice, je me suis rendu compte du poids que ça pouvait avoir et à quel point ça pouvait nous aider dans notre travail. Hem et l'exemple que je donnais quand on en discutait, c'est que, voilà, nous, on est, Polynice, une association, qui défend les insectes, pollinisateurs et quand on va rencontrer, des députés ou des cabinets ministériels, même, des ministres, ou même des eurodéputés, bon, on sait qu'on est, un rendez-vous parmi d'autres dans la journée et qu'il va falloir, tout donner pour les convaincre de l'importance de notre sujet et des solutions, qu'on propose. Et c'est pas la même chose quand on arrive et qu'on dit: «Voilà, on est une association avec, on a bien travaillé le sujet, on pense qu'il y a un vrai problème et voilà les solutions qu'on vous propose». Si on arrive simplement comme ça, ils vont peut-être se dire: «Bon, voilà, les gens, ces personnes ont l'air compétentes, elles ont raison, mais j'ai, 3000 autres problèmes à traiter dans ma journée». Si on arrive avec une pétition et on dit: «En fait, voilà le problème, voilà les solutions qu'on vous propose et derrière nous, il y a au moins, 100 000, 200 000, voire 2 millions de personnes qui sont avec nous et qui soutiennent cela. Je vous garantis que ça fait pas le même effet aux décideurs qu'on rencontre et qu'on sent tout de suite beaucoup plus d'écoute. Et en fait, ça marche aussi, auprès des médias, des journalistes qui pareil, rencontrent, pas mal de monde, dans la journée. Aussi auprès du grand public, on se dit: «Ah oui, s'il y a déjà 1 million de personnes qui ont signé, peut-être que ça vaut le coup que je lise ce texte et que je vois si moi aussi je souhaiterais pas le signer». Donc voilà, c'est oui, les pétitions, c'est important, c'est utile. Ça prend pas beaucoup de temps à signer, en plus ça permet d'en apprendre, un peu plus sur un sujet, donc de se sensibiliser, d'apprendre des choses. Donc c'est vraiment un outil, très utile. Donc tout ça, ça a permis, j'imagine, tous ces différentes approches, toutes ces différentes méthodes et ces différentes techniques, j'imagine qu'elles ont concrètement permis à Polynice de faire reconnaître son action juridiquement. Est-ce qu'il y a eu des mécanismes spécifiques des droits humains et ou du droit environnemental que vous avez activés? T'as évoqué tout à l'heure le recours à la justice pour le vivant. Ah, on ne t'entend plus. Pardon, oui, c'est ce fameux, recours qu'on a déposé, donc contre l'État, en l'accusant de ne pas protéger assez la biodiversité. Donc ce on l'a appelé le recours justice pour le vivant et parce que c'est vraiment ça, qu'on cherche à obtenir. Et donc nous, c'est vraiment un levier extrêmement important qui va nous être extrêmement utile, parce qu'à nouveau, quand on va voir les décideurs, du gouvernement qui ont une capacité d'agir, assez concrète sur ces questions, aujourd'hui, on peut aller les voir en leur disant: «Alors, on a une pétition, on a des centaines de milliers de personnes qui nous soutiennent. On a des arguments solides, on vous propose des solutions et en plus, on a une décision de justice qui contraint l'État français à agir. Donc là, vous ne pouvez pas, ignorer ce qu'on vous dit». C'est vraiment un argument, en plus et un argument massue parce que si l'État ne respecte pas la décision, il peut y avoir des astreintes financières. Bah, voilà, ça peut, c'est vraiment un argument, qui a du poids. Alors après, je nuancerai tout de même en disant que, c'est pas non plus une baguette magique le droit. Là, on s'en rend compte aujourd'hui, hein, parce qu'il y a beau avoir une décision de justice qui a valeur exécutoire, nous, les premiers signaux qu'on a reçus de la part du gouvernement, c'était qu'il allait pas faire grand-chose, malgré cette décision de justice. Ce qu'on trouve, dans un premier temps même, alors étonnant et en fait extrêmement problématique du point de vue de la démocratie et du respect de l'état de droit, que l'État ne se décide, en pleine conscience de ne pas, se conformer à une décision de justice, enfin le gouvernement. Hem et en plus, donc voilà, ça, nous évidemment on va pas se laisser faire. C'est là qu'on va y aller avec d'autres instruments qu'on peut avoir qui sont la mobilisation, la communication. En fait, c'est extrêmement important d'alerter, les citoyens, qui sont souvent
déjà au courant de tous ces problèmes liés à la biodiversité, mais qui ne savent pas forcément encore qu'en plus, le gouvernement est censé, trouver des solutions pour se conformer à cette décision de justice et ne le fait pas. Donc là, on a aussi un problème, voilà, de respect de l'état de droit. Hem Et la une autre limite qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi qu'on s'appuie sur le droit, pour faire avancer nos sujets. Donc, voyant qu'on gagne, vous imaginez bien qu'en face, les industriels de l'agrochimie ne restent pas les bras croisés et souhaitent, en fait, faire modifier le droit sur lequel on s'appuie, donc pour, échapper à, justement un renforcement de la réglementation en cours et c'est ce qui est en train de se passer, avec, un texte omnibus sur la sécurité des aliments qui est en train, d'être, travaillé, au niveau de l'Union européenne, qui a été proposé par la Commission européenne, qui va être examiné cette année par, le Parlement européen et aussi le Conseil de l'Union européenne et qui cherche en fait à, vraiment faire tomber des garde-fous qui protègent déjà insuffisamment les citoyens européens et la biodiversité, en termes de donc qui encadrent les pesticides, en faisant introduire de multiples dérogations et facilitations, pour, les autorisations, de pesticides. Tout ça évidemment pour, en vendre toujours plus, et maximiser les profits, quitte à ce que, ce soit mauvais, pour les insectes pollinisateurs, pour la santé des agriculteurs, des citoyens, parce que ça va se retrouver dans les sols, dans notre eau potable et cetera. Donc évidemment, chez Pollinis, on trouve ça assez révoltant. Donc en parallèle de ce recours juridique, on est aussi, en action sur le terrain politique en faisant, vraiment du contre-lobbying, à nouveau grâce au soutien, des citoyens, et des donateurs avec une pétition, en travaillant et en allant vraiment là alerter, les décideurs sur, les conséquences que pourrait avoir, ce qui est proposé par la Commission européenne, et pour garder vraiment cette protection, bon, qui est insuffisante, mais qui est quand même, mieux que rien à ce stade, qui encadre les pesticides en sachant qu'à terme, évidemment, nous, ce qu'on promeut, c'est une agriculture sans pesticides de synthèse. Merci beaucoup, Joséphine. Alors évidemment, même si on est en ligne, mon regard se tourne vers Tatiana. SOS, SOS, tout ce qu'on vient d'entendre là, l'écosystème juridique, ses limites, qu'est-ce que toi tu en penses? Tu nous as parlé de cette affaire au début, en introduction à Metz avec cette personne qui a été, qui avait obtenu un droit à l'autocorrection et heureusement tu viens de nous apprendre que on a dépassé cette étape-là. Euh, Comment est-ce qu'on peut rassurer les gens et leur dire, ben, en fait, il y a quand même des choses qu'on peut activer avec le droit? Alors, je dirais, c'est peut-être pas forcément commun de parler de ça, mais je dirais qu'il faudrait, à mon avis, accorder plus d'importance à la réflexion sur l'interprétation du droit. Parce que, on parle souvent d'évolution de la législation, d'adopter des nouveaux textes plus protecteurs, etc. Et on parle moins du fait que le droit il est indissociable de son interprétation et que c'est bien d'avoir des nouveaux textes, mais encore faut-il qu'ils soient bien interprétés. Et qu'une interprétation peut des fois maximiser énormément en fait la protection que va apporter un texte. Donc je pense qu'on réfléchit assez insuffisamment en fait à cette question-là et on le voit très nettement, je pense, quand on regarde un peu la jurisprudence des juges internationaux et par exemple des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Et on se rend compte qu'avec un texte qui date du milieu du XXe siècle, eh bien, on en est arrivé à un instrument qui est la Convention, qui est devenu vraiment vivant et qui s'est considérablement adapté à l'évolution du fait social et des mœurs. Et donc un instrument qui est devenu mais tellement plus protecteur qu'il ne l'était au milieu du XXe siècle. Et ce qu'on remarque, c'est que pour en arriver là, les juges de la Cour ont en fait joué sur les techniques d'interprétation.
Très souvent, quand on parle d'appliquer une règle juridique, on parle du syllogisme juridique. C'est un raisonnement assez classique où on part de la règle de droit, on la confronte aux faits et on arrive à la solution. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a pris un peu ce raisonnement à l'envers et très souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'elle part de la finalité pour arriver jusqu'à la règle de droit, quitte à tordre certains principes, quitte à tordre parfois les textes, à ajouter des droits qui n'étaient pas du tout compris dans la Convention ou qui n'étaient pas du tout envisagés par les rédacteurs de la Convention. Et son idée vraiment, c'est de faire évoluer la Convention et de la rendre de plus en plus protectrice des droits. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant et qu'on remarque beaucoup moins chez le juge français où on a des raisonnements beaucoup plus classiques. Alors évidemment, ça présente aussi des écueils puisque ça nous fait réfléchir sur la place des magistrats quand même. On parlait d'état de droit tout à l'heure. Bien sûr que ça questionne sur la place des magistrats dans la société et leur liberté, le pouvoir qu'on leur octroie. Puisqu'évidemment, on a souvent fait cette critique aux juges de la Cour européenne des droits de l'homme en se disant, mais en fait, ils deviennent co-législateurs quelque part. Donc il y a aussi cet écueil-là et du coup je comprends aussi la prudence des fois de certains magistrats qui vont moins oser parce que il y a une séparation des pouvoirs, parce que voilà, c'est vrai qu'en interprétant le droit quelque part on l'écrit aussi d'une certaine manière. Mais je pense qu'en tout cas c'est une question intéressante et je dirais aussi de réfléchir à la formation des magistrats puisque quand on interprète aussi avec un certain bagage. Et ce bagage-là, il est aussi le produit d'une formation intellectuelle. Or, on constate quand même que les professionnels du droit en France, hein, pour ce qui nous concerne, ils sont quand même, ils bénéficient d'une formation qui, à mon avis, est limitante d'un point de vue intellectuel, puisque on est invité à penser le droit dans une sorte, enfin, comme s'il fonctionnait en vase clos, et comme s'il présentait une certaine neutralité axiologique. Et je pense qu'on n'est pas forcément invité à intégrer une pensée plus systémique où on traverse les champs disciplinaires, où on intègre de la philosophie, de la sociologie, de l'écologie, de la psychologie, et à penser le droit aussi de manière interdisciplinaire comme ça. Donc, quand on regarde la formation des juges, par exemple, internationaux, eh ben, on s'aperçoit quand même que leur formation, elle est extrêmement centrée sur le droit international des droits de l'homme et que donc forcément, ils arrivent avec un certain biais idéologique et qui les amène effectivement à faire preuve de plus d'audace. Voilà, donc je pense que ce sont deux points importants. Oui, alors ça voudrait dire effectivement faire de l'hybridation, aller chercher un peu à droite à gauche l'ensemble des connaissances et des réglementations, des règles ou des fonctionnements simplement aussi de différents horizons pour pouvoir les intégrer ou comment dirais-je, peut-être les faciliter à travers le droit, c'est ça? Oui, complètement. Et je pense que ça nous permettrait de faire moins du droit un outil de conservation et de le voir plutôt dans tout son potentiel d'innovation, de transformation en fait. Ce qui pourrait répondre aux besoins de Polynice dont nous a parlé Joséphine il y a quelques instants. Oui, complètement. Parce que moi, la question qui me vient et qui me venait notamment à travers cet exemple à Metz, là, de cette personne qui avait obtenu ce droit à l'autocorrection pour justifier ses violences. Moi, déjà, le fait qu'on justifie une violence, je trouve ça complètement dingue, mais je me dis, mais comment est-ce que en 2026 ou en 2025, c'était en 2025, même en 2024, comment est-ce qu'on peut encore expliquer qu'avec tout l'attirail quand même de lois qu'on a, on peut encore en arriver à ce genre de décision. Bah, je pense qu'effectivement, pour toutes les raisons que je viens d'énoncer, il y a quand même une rigidité de l'institution hein, qui évolue quand même de manière assez lente et qui, qui, à mon avis, s'accroche à une fonction quand même assez conservatrice. Euh, c'est vrai que je pense qu'il faudrait vraiment former les magistrats autrement pour qu'ils ils intègrent plus aisément l'évolution du fait social, en fait, ce qui se fait quand même assez difficilement. Et donc, on se rend compte qu'on a des décisions, des fois, complètement ahurissantes comme ça, et d'une juridiction à l'autre qui sont complètement contradictoires, en fait. Voilà.
D'accord, donc même contradictoire. Moi, je me posais la question parce que tout à l'heure, tu as évoqué ce fameux droit, devoir, pardon, ce- lapsus révélateur, ce fameux devoir conjugal qu'il a fallu des décennies pour sortir de quelque chose qui n'existait même pas en fait à l'origine. Je me dis, mais quel est l'intérêt alors de vouloir encore se dire on va modifier, on va réécrire, s'il nous faut autant de temps pour mettre en pratique? Bah, c'est une vraie question. On se pose quand même la question, effectivement, dès lors qu'on milite pour certains changements, de est-ce qu'il y a vraiment nécessité, et c'est pour ça que je parlais de la question d'interprétation du droit, est-ce qu'il y a vraiment nécessité à chaque fois d'ajouter des dispositifs, des fois surabondants, à des dispositifs déjà existants? Je pense qu'il faut quand même enfin, comment dire, axer davantage la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait déjà avec l'existant, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a déjà. En fait, on a beaucoup de textes s'ils étaient correctement appliqués et, et appliqués de manière éclairée, précisément, ils nous permettraient d'atteindre très nombreux objectifs et de les atteindre de façon efficace. D'ailleurs, on l'a vu avec la loi de 2019, on avait beaucoup critiqué le fait qu'elle ne présentait pas de volet répressif. C'est-à-dire que c'était une loi qui avait une dimension civile. Elle venait juste ajouter dans le code civil une disposition sur l'autorité parentale où on nous disait qu'elle s'exerçait de manière non violente, donc sans violence physique, sans violence psychologique. Et on avait critiqué ce texte en disant, bon, en fait, il vient pas de créer de nouvelles infractions qui va s'ajouter dans le code pénal. Et donc finalement, il est assez timide et on avait lié ça justement à l'arrêt de Metz en disant, bon, ça s'explique un peu puisque la cour d'appel ici, elle jugeait en tant que juge pénal et bah, finalement, la loi de 2019, elle n'a rien ajouté au droit pénal, donc on peut enfin, rester sur un statu quo. Bah, en fait, ce qu'on remarque, c'est que non. Il suffit de se saisir aussi de ce qu'on a et en vérité, si on interprète correctement le code pénal à l'aune de principes supérieurs, de toute cette logique du droit international des droits de l'homme, etc., eh bien, en fait, on peut en arriver à une décision subversive comme celle de la Cour de cassation. On dit, bon, non, en fait, stop, non, la violence c'est sur les mineurs, quand bien même elle serait exercée par des parents et quand bien même elle aurait soi-disant un but éducatif, elle n'est pas tolérable. Oui, c'est ça. C'est mettre un point final, en fait, à la possibilité de retourner les choses en une faveur Mais c'est pour ça que supérieure. précisément, je pense que les associations, les ONG, etc., qui vont saisir la justice, elles ont ce rôle aussi, je pense, d'impulser une autre lecture des textes, en fait, et d'amener, en fait, les juges à changer de regard sur des dispositions existantes, à voir, en fait, tout ce qu'on peut, tout le potentiel qu'on peut en retirer. Et je crois que c'est absolument fondamental. Alors, tu dis il faut du temps donc, pour aligner la norme sociale à la norme légale, mais bon, en même temps, on se dit, là, on a entendu, et on le sait très bien, qu'il y a des vies qui sont en jeu. Alors là, Polynice, à travers les abeilles, le vivant, les hommes, etc., mais les vies aussi, on parlait tout à l'heure de violence. Enfin, là, comment est-ce qu'on peut vraiment catalyser ce changement de normes sociales? Comment est-ce qu'on peut activer les choses? Je pense que là, précisément, c'est l'action de la société civile qui est déterminante. Je pense faut vraiment pas se dire que ces actions-là, même des fois quand elles n'ont pas véritablement de portée juridique au sens de saisine des juridictions, etc., se dire qu'en fait, elles sont inutiles, elles sont absolument pas inutiles. Elles sont vraiment porteuses d'espoir et elles permettent d'activer certains changements. Alors évidemment, il faut toujours se dire qu'on va raisonner sur le temps long et que bien sûr, toutes les personnes qui travaillent actuellement dans les institutions, elles ont une mentalité quand même qui est, comment dire, qui a été façonnée il y a des années, hein, en fait. Hein, leur formation intellectuelle, elle n'est pas celle dont vont bénéficier les jeunes de demain. Donc, il faut aussi se dire que c'est la jeune génération qui va des fois permettre de porter certains changements. Et je pense aussi d'ailleurs qu'il faut les inciter davantage justement à se mobiliser, à agir, à militer, à prendre part à la vie associative, parce que ce sont aussi voilà ces jeunes-là qui plus tard seront dans l'éducation nationale, dans les services de protection de l'enfance, dans les ministères, etc., et qui vont pouvoir arriver avec, je pense, des idées beaucoup plus novatrices et impulser des changements qu'on attend.
Alors, j'avais une autre question, parce que tout à l'heure, j'avais presque aussi envie de la poser à Joséphine, mais je me dis, on a aussi cette notion d'argent, il ne faut pas se mentir, il faut regarder les choses en face. Quand on a des lobbies ou des grosses entreprises qui ont tellement d'argent qu'elles peuvent mobiliser des armées entières d'avocats, euh, et donc aussi créer une sorte de protection ou de relecture, comme tu viens de le dire, du droit. Comment est-ce que le système, comment dire, peut vraiment être, le système juridique peut être protecteur? Jusqu'à quel point finalement? Alors, je pense que Joséphine a absolument raison quand elle dit déjà que, il faut concevoir la bataille judiciaire comme, enfin, j'ai l'impression que c'était un peu ce que tu voulais dire, comme un élément de la stratégie parmi d'autres, qui vient vraiment en complémentarité de bien d'autres moyens, de bien d'autres leviers qu'on peut actionner. Effectivement, dans la bataille judiciaire, on se heurte toujours à beaucoup d'obstacles. Rien que le fait que la justice, elle s'inscrive dans le temps long, encore une fois, et qu'elle a un coût qui est quand même encore considérable, parce qu'on parle souvent de la gratuité de la justice, mais en vérité, les avocats, ça se paye, que on parlait des grosses entreprises en face, mais évidemment qu'elles vont jouer la montre parce qu'elles savent que ça va être déterminant, qu'elles vont user aussi de tout un tas de moyens procéduraux, voilà, pour retarder. Et donc, je pense effectivement il y aurait quand même quelque chose à faire, hein. On a évidemment connu des grosses évolutions très intéressantes sur le droit procédural, mais il y a toujours une grosse asymétrie des moyens, alors même qu'on parle d'égalité des armes et de procès équitable. Et d'ailleurs, là aussi, le discours sur les droits fondamentaux, il nous est extrêmement utile, puisque on sait que ça, ce sont des droits qui ont une importance réelle, surtout au niveau européen. J'espère que on va arriver quand même à une évolution satisfaisante, puisque l'action de groupe a aussi connu une évolution récemment, hein, sous l'effet du droit de l'Union européenne, puisqu'on avait aussi ce problème en France d'une législation pour l'action de groupe qui était extrêmement critiquée. Et on en avait beaucoup pointé les insuffisances, et d'ailleurs on voyait qu'elle fonctionnait assez mal. J'espère que avec cette nouvelle législation, on arrivera à des résultats plus satisfaisants. Mais voilà, c'est à voir dans l'avenir. Alors, quand j'ai parlé de cette session sur les réseaux sociaux, m'est arrivée une question, donc je voulais te partager et te la poser puisqu'elle s'adresse à toi. Euh, Là, tu as parlé de l'action de groupe, mais c'était plutôt le côté opposé, à savoir la responsabilité individuelle dans l'effectivité des droits fondamentaux, les renoncements ou compromis quotidiens qu'elle implique. Alors, je suis pas sûre de comprendre derrière quel est ce que exactement voulait dire cette personne. Je pense que j'espère ne pas me tromper en faisant cette réflexion, mais je pense que sur la notion de responsabilité individuelle, en rapport avec les droits fondamentaux, on a tendance à beaucoup mobiliser ce concept-là. Je pense qu'il faut être prudent. Moi, j'aime bien remobiliser plutôt la question enfin, le concept de responsabilité collective. Je pense que l'évolution, elle se fera aussi quand on déprivatisera beaucoup de sujets. On le voit sur la violence faite aux enfants. À mon avis, il est important enfin, en fait, on est arrivé aussi à des évolutions intéressantes quand on a commencé à déprivatiser en quelque sorte ce sujet de l'enfance et ce rapport aux enfants. Mhm. Et je pense qu'il faudrait se garder de revenir, de faire le mouvement inverse et de revenir à pointer du doigt les responsabilités individuelles, même des parents. Je veux dire, évidemment qu'il faut condamner ce père qui violente ses enfants, mais en fait, ce qu'il faut voir surtout, c'est la responsabilité collective qu'on porte tous, en fait. Alors, donc aujourd'hui, pour toi, les droits fondamentaux, c'est le pilier sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à en tirer, notamment parce que précisément, il y a on a une sorte d'équilibre euh, entre une consécration quand même individualiste et donc qui est dans le respect de l'individu, de sa dignité, et en même temps une conception holiste, hein, parce que ça inclut quand même la société de façon globale.
Et oui, je pense qu'il y a un potentiel extrêmement subversif en fait du droit international des droits de l'homme et qu'il faudrait le mobiliser davantage. Et c'est malheureux parce que des fois, moi, je le vois dans mon métier, quand on est face à une administration et qu'on leur dit, mais ben voilà, en fait, votre comportement, il est absolument contraire à tel instrument international, et presque on nous rit au nez, quoi, comme si, bon, ben, un traité ou une convention, mais je veux dire, enfin, voilà, c'est tellement lointain, mais enfin, quelle effectivité, quel intérêt, quelle pertinence. Là, on voit qu'il y a quand même un problème aussi hein, dans la formation des personnes qui travaillent dans les institutions publiques, en fait. Mais bien sûr que c'est important, ces instruments, et bien sûr qu'ils sont contraignants, et ils ont même une valeur supérieure aux lois françaises. Donc, c'est quand même important de le rappeler. Et est-ce qu'on a un moyen de sensibiliser davantage le tout un chacun sur ces droits fondamentaux? Plus, J'essaie bah, de le faire, en tout on cas. le fait là aujourd'hui, mais je veux dire, est-ce qu'il y a, toi, tu proposerais quelque chose pour que les gens s'éclairent un peu plus? Bah, j'essaie de le faire, en tout cas, moi, à ma petite échelle, avec mon association, en justement démocratisant l'accès aux droits, Oui. en diffusant autant que possible l'information juridique et en faisant passer ce message qu'en fait, l'accès aux droits n'est pas réservé à une élite, à des techniciens, qu'en fait, ça s'adresse à tout à chacun, que tout le monde peut mobiliser ces outils-là. Et voilà, c'est super intéressant. Moi, dans le travail que je fais au quotidien, quand j'accompagne surtout des parents, des familles, eh bien, je les vois d'un coup prendre conscience de ça, se mobiliser. Et des fois, c'est même extraordinaire, puisqu'en fait, je me rends compte qu'ils savent super bien, des fois, mobiliser certains textes, qui comprennent très vite, en fait, comment ça fonctionne et qui deviennent vraiment acteurs, en fait, des procédures qui les concernent et qui comprennent qu'ils peuvent vraiment voilà, gagner du pouvoir aussi grâce à cette connaissance du droit. Mais effectivement, ça exige un travail de pédagogie, de vulgarisation, de démocratisation derrière. Oui, moi Donc, je tout, crois beaucoup, pardon, à l'éducation populaire pour atteindre cela. En fait, j'ai une précédente expérience de travail au Secours catholique Caritas France et on parlait beaucoup de transformer les difficultés en injustice avec des Mm. personnes en situation de pauvreté qui arrivent, qui nous parlent de difficultés. Et en fait, à force de discuter, de réfléchir, de comprendre voilà, la société dans laquelle on est, comment on se situe dedans, comment tout cela fonctionne, en fait, on arrive à comprendre que ce ne sont pas seulement des difficultés, mais bien des injustices et qu'une action collective peut nous aider à les dépasser. Ouais, absolument. merci pour cet ajout pertinent, Joséphine. Ce qui me permet de faire le lien vers Marion parce que on parle de collectif, mais qui active le collectif? Ce sont les individus. Donc Marion, toi, tu accompagnes des gens qui s'engagent dans cette démarche de défense des droits humains. Tu as conscience de leur vulnérabilité. Bon, on est tous plus ou moins vulnérables, mais euh, c'est quoi le coût humain, mais aussi les richesses hein, de se lancer dans ce type d'engagement pour la justice? Oui, merci Anne-Claire pour cette question. Je veux bien faire une toute petite parenthèse en préambule à cette réponse que j'aimerais donner pour revenir à ta précédente question et la thématique de notre réunion. Tu demandais qu'est-ce que c'était pour nous que les droits humains. On n'a pas vraiment rebondi sur cette question au début, mais je voulais en profiter pour mentionner la thématique de la dignité qui est une thématique que Cathy a énormément mise en lumière par ses travaux et sur laquelle nous nous rejoignons, puisque en ma qualité de facilitatrice, de médiatrice et d'éducatrice, les droits humains, pour moi, c'est vraiment d'abord la reconnaissance et la mise en lumière de la dignité inhérente à chaque être. Et ça me semble vraiment très important de le mentionner en préambule. Parce que cette dignité, reconnaître la dignité en soi, c'est une étape préalable, fondamentale, pour pouvoir reconnaître la dignité en l'autre. Et cette dignité, en fait, bah déjà, ça n'est pas quelque chose que nous accordons,
mais c'est quelque chose que nous découvrons et que nous pratiquons. Euh, Paolo Carrozza, dans ses travaux de recherche sur les droits humains, euh, il mentionne que la dignité humaine, en fait, elle émerge d'abord d'une rencontre avec ce qui est le plus élémentaire à notre humanité. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment important de le mentionner parce que les, les, les droits humains, ça n'est pas un idéal abstrait de mon point de vue, mais c'est vraiment une vérité qui est profondément ancrée en nous, même si on la découvre, si on la pratique et on la fait émerger. Je voulais rappeler aussi que les recherches en psychologie du développement montrent que les jeunes enfants manifestent tout naturellement de la justice, de l'équité, de l'empathie. En vérité, Merci de rappeler ça. oui, c'est très important de le rappeler parce que c'est même dès 15 mois, d'après les recherches, que les enfants partagent de manière altruiste. Donc il y a des capacités morales de base qui ont des racines biologiques qui se développent très tôt. Et je les ai observées dans mon travail avec les jeunes enfants. Et je le mentionne aussi parce que ma pratique de facilitatrice, elle est largement informée par mon travail avec les jeunes enfants. Et le jeune enfant, il est naturellement empathe et inclusif. C'est quelque chose que Isabelle Figliosa démontre très bien dans ses conférences et ses travaux. Donc, pour moi, en tant que, juste, voilà, avant de répondre à cette question, mais c'est vraiment important pour moi de mentionner tout ça, je dirais que, du coup, les questions cruciales qui se posent à une personne comme moi, en tant que facilitatrice, éducatrice, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait, en fait, pour préserver euh, cette dignité et donc à la fois dans les organisations humaines quand on les accompagne, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer en fait que la dignité de chacun, elle est comprise et elle est défendue. Et alors évidemment, cela nous amène à mettre en place une culture du care, parce que pour mettre en lumière la dignité, évidemment, il faut prendre soin. Et ça nous mène aussi à nous engager sur des questions qui sont en lien avec cette question-là, comme comment transformons-nous l'éducation et même l'éducation tout au long de la vie pour cultiver plutôt que d'étouffer cette sensibilité naturelle qui était vraiment innée chez l'enfant, une sensibilité naturelle à la dignité et à l'interconnexion entre les êtres, quoi. Voilà, donc c'est vraiment important de parler de dignité quand on commence à entreprendre ce travail d'accompagnement des groupes. Et tu disais, alors quel est le coût humain? Et Et richesse, hein, les deux. les deux. Alors c'est vrai que c'est quand même 19% des défenseurs des droits humains qui montrent des signes de stress post-traumatique d'après les recherches. C'est sont les chercheurs Knuckey, Satterthwaite et Brown qui ont fait ces recherches. Et qui explique qu'il y a en gros 19% de stress post-traumatique et 19% de burn-out chez les défenseurs et les défenseuses. Donc c'est quand même un chiffre considérable, ça c'est vrai. Mais je voudrais surtout commencer par parler plutôt des richesses humaines, comme je l'ai fait tout à l'heure dans l'introduction. Car pour moi, elles sont vraiment fondamentales et elles sont même souvent un peu invisibilisées à cause de tout ce que impliquent ces luttes. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent et qui défendent les droits humains, ce sont des profils en général assez spécifiques, car ce sont des personnes qui ont une, euh, une expérience de vie riche, qui ont souvent traversé des épreuves difficiles ou bien qui ont vécu des moments de saisissement face à des injustices. Et donc, voilà, ils ont cette particularité-là et ces richesses-là. Donc, la recherche montre bien que, il y a une forme de croissance post-traumatique qui peut émerger
face à l'adversité. C'est notamment un phénomène qu'on nomme l'altruisme né de la souffrance, qui se manifeste par une empathie, une compassion accrue. Et il y a plusieurs théories également dans les recherches qui suggèrent que la sagesse, incluant l'humilité intellectuelle, l'ouverture d'esprit euh, aux perspectives diverses et variées, et l'empathie, se développe justement en surmontant l'adversité. Donc voilà, donc je dirais que les parcours très riches des personnes qui animent les organisations qui défendent les droits humains les ont façonnés d'une manière unique et dans un corps social où beaucoup d'autres sont souvent sidérés, traumatisés, ou difficilement capables de résister face aux injustices dont ils sont témoins et aux dominations dont ils sont témoins. Et ces personnes-là, elles ont trouvé une capacité de surpasser, mais aussi de conscientiser ces injustices, de les articuler, de les rendre visibles. Et donc, c'est vraiment très important de prendre toute, comment dire, la juste mesure voilà, de ces phénomènes quand on accompagne les groupes. Il y a un champ émergent qui s'appelle la justice épistémique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en fait, c'est la reconnaissance des personnes marginalisées comme créatrices de connaissances. Et pour moi, ces défenseurs et défenseuses des droits, ils sont d'une certaine façon engagés dans une certaine justice épistémique. Ils sont, leur vécu est vraiment essentiel parce que ce sont aussi leurs vécus qui permettent de conscientiser et de mettre en lumière les limites de ces droits humains. Donc leur sensibilité propre n'est pas une fragilité, mais c'est aussi vraiment une compétence de détection des injustices. Euh, voilà. Et donc le respect de la dignité de ces personnes nous indique vraiment, quand on les accompagne, qu'il est vital d'intégrer les fruits de leurs expériences vécues pleinement afin de permettre vraiment de pouvoir, de leur permettre de pouvoir théoriser aussi leurs propres expériences d'une manière qui va valoriser ces expériences et qui va permettre de comprendre encore mieux les droits humains que ces personnes veulent défendre. Donc cela, ça peut se faire vraiment au travers d'une culture du soin, c'est-à-dire une culture qui reconnaît que l'expérience vécue est importante et en plus, elle fournit une perspicacité critique et voilà, pour créer des liens et arriver à cerner ces concepts. Et aussi pour promouvoir la guérison, et y compris celle de la société, c'est-à-dire vraiment les solutions et la réparation de ces droits quand ils sont abîmés. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, donc il y a un coût humain, ça c'est clair, mais il y a surtout il y a une richesse en fait humaine qui est immense et qu'on ne peut pas se permettre de gaspiller en ne créant pas les conditions adéquates pour l'accueillir, et la protéger et l'intégrer, puisqu'elle nous permet encore mieux de comprendre comment défendre les droits humains. Si je peux, voilà, ça c'est ma vision. Bah, c'est très riche. Merci pour... j'ai envie de te demander, dans les structures associatives qui fonctionnent beaucoup avec du bénévolat, un système d'organisation qui est plutôt horizontal, tu en as parlé, il y a beaucoup de phénomènes d'épuisement, de traumatisme. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de prendre soin, de mettre en place ce fameux care dans ces espaces d'engagement? Et quelles sont les pratiques réparatrices que toi, tu peux insuffler ou tu suggérerais? Oui. Alors, il y a plusieurs raisons qui rendent le soin difficile dans ces espaces.
Alors, je vais essayer de les organiser un petit peu dans l'ordre que j'imagine être le plus adéquat pour la compréhension. Je mentionnerai d'abord la question de la reconnaissance, c'est-à-dire que le manque de reconnaissance des impacts positifs des efforts considérables fournis par les travailleurs, les défenseurs et défenseuses des droits, qui sont des personnes hautement motivées, il est déjà associé à une probabilité plus élevée de burn-out, par exemple. Et la reconnaissance du travail des membres des associations, en fait, il est difficile parce que la majorité des personnes des personnes qui défendent les droits ils travaillent de façon bénévole. Donc, il n'y a pas de... Déjà, il y a une première partie, mais c'est assez symbolique et ça a quand même un impact assez fort. C'est qu'il y a pas forcément de reconnaissance, de récompense immédiate et donc il y a pas une reconnaissance qui est toujours très facile. Mais il y a aussi, je dirais, la reconnaissance sociétale des idées qui sont défendues par ces groupes pour défendre les droits qui est elle aussi parfois difficile à obtenir. Donc je dirais que ces défenseurs et défenseuses des droits, ils sont doublement sous le sceau d'une difficulté à voir reconnus leurs travaux minutieux et aussi l'importance de leurs idées. Euh, donc pour qu'une idée soit conscientisée, je le laissais entendre avant, pour qu'un une idée soit conscientisée pour défendre les droits, cela demande déjà tout un travail. Mais en plus, pour qu'elle soit entendue, ça c'est un peu le, le retour que donnaient mes camarades précédemment, c'est encore tout un défi. Donc cela ajoute immensément à l'adversité que traversent ces groupes. Ensuite, bah, il y a bien sûr le phénomène de burn-out qui existe vraiment. Et les recherches identifient plusieurs causes majeures de burn-out. Donc, il y a le burn-out causé par le soi, l'investissement émotionnel. Il y a le burn-out externe qui est plutôt lié à la résistance, l'ampleur de l'injustice, enfin, cette espèce de combat externe. Et puis, il y a surtout, et c'est très présent dans nos organisations, les dynamiques internes au mouvement qui peuvent parfois être dysfonctionnelles, légèrement toxiques. Les recherches parlent même de la culture du martyr dans certaines organisations, ou la compétition pour la reconnaissance. Tout ça, voilà, et à cet endroit-là, on voit exactement que c'est précisément un endroit où il faudrait insuffler beaucoup de care, de soin, pour que, parce qu'en fait, c'est un, quand ce burn-out ou cet épuisement des forces commence à se faire sentir, c'est là qu'on voit que, en fait, on est déjà un petit peu en retard. On aurait dû insuffler du soin déjà avant. Et puis, il y a aussi une dimension qui est la dimension des traumas individuels et collectifs qui émergent d'autant plus dans des moments d'adversité, quand je dis toujours quand le soleil tape trop fort. Et donc voilà, il y a une grande partie des personnes qui arrivent entre autres parce qu'elles ont été marquées par des épreuves de vie très fortes et qui ont des traumatismes. Et elles espèrent parfois trouver dans l'espace militant un lieu aussi d'expression, de conscientisation, de formulation de tout cela. Et ça n'est pas uniquement avec toutes les techniques, les outils de gouvernance qu'on connaît, de gouvernance partagée, de communication non violente, etc., de sociocratie et autres, qu'on peut résoudre tous ces problèmes-là dans des moments extrêmement rudes et où les systèmes nerveux sont déjà très éprouvés. Et puis en plus, il peut y avoir les effets de violence systémique, de violence institutionnelle qui se rajoutent. Donc je dirais que, en fait, prioriser la sécurité et la santé des défenseurs et des défenseuses, prévenir les burn-out en insufflant du care en amont, en anticipant qu'il faut insuffler beaucoup de soins
Et ce ne sont pas des espèces d'indulgences personnelles, ce sont vraiment des meilleures pratiques, en fait, comme on dirait, on emploie souvent ce terme en anglais. Donc, il faut mettre en place des dispositifs spécifiques qui sont des espaces informés sur les traumas, où l'on cultive des pratiques régénératives, où l'on met en lumière, en action, la résilience des groupes et même la célébration. Voilà. Et Je me permets de t'interrompre, Marion, parce que je vois qu'il est bientôt 25 pour Tatiana. Alors, je propose la chose suivante. On va faire dans un sens et puis on va faire un petit marche arrière. Tatiana, pour pouvoir te libérer, j'aimerais bien que tu nous donnes juste un mot de conclusion. On l'avait évoqué un petit peu avant. Euh, Ce serait sympa de terminer ces échanges avec ton intention ou peut-être quelque chose que tu as envie de poser pour cette fin de session en regardant vers cette année qui est en train de s'ouvrir. Euh, je pense que j'aurais beaucoup à dire, mais si je devais peut-être retenir une chose, eh bien, euh, je pense que j'aurais un message pour les plus jeunes et notamment ceux qui se destinent à devenir des professionnels du droit, à rejoindre des organisations qui essayent de démocratiser l'accès au droit et qui militent en fait pour redonner du pouvoir aux justiciables. Je pense que c'est extrêmement important qu'on sorte un petit peu de notre huis clos aussi, nous autres et, voilà, j'ai vraiment cet espoir-là, parce que des fois, on se sent un petit peu seul. Et ce serait quand même agréable de se sentir un peu plus épaulé dans cette mission-là. Merci, merci à toi. Comme ça, maintenant, tu es libre de pouvoir partir. Merci à Et je toi. reviens vers Marion pour qu'elle puisse terminer nous parler de ces dispositifs qu'elle peut suggérer. Parce que ça peut aussi faire partie d'une intention. Finalement, on pourrait se dire, tiens, Marion, est-ce que mettre en place, par exemple, cet exemple dont tu nous avais parlé, le cercle, qui est une méthode qui te vient des États-Unis, issue elle-même de la culture amérindienne, ça pourrait être se dire, OK, ça pourrait être l'intention de la fin, de le mettre en évidence et de dire, bah tiens, voilà, hop, on pourrait développer ça. Mais je te laisse terminer et puis nous dire ce que tu en penses. tu veux dire que je dois boucler moi aussi, c'est ça que tu veux dire, Anne-Claire? Non, ce que je voulais dire, c'est reprends là où tu en étais Oui. dans ton explication. Et je te tendais la perche en te disant, parce que je sais qu'il y a cet outil que tu avais à cœur de présenter, que ça pourrait être, mais ça pourrait être, je ne le fais pas la chose à ta place, une manière entre guillemets, de lancer 2026 en disant, tiens, je vous propose ce nouvel outil pour cette année qui s'annonce. Ok. Je voulais simplement mentionner que en France, on a quand même les travaux, notamment de Sarah Durieux ou du collectif Extinction Rébellion, qui vont vraiment dans la direction de ces pratiques régénératives. Et on est vraiment tous et toutes capables de coélaborer des dispositifs sur mesure, en fait, pour répondre aux besoins de nos associations à l'aide des nombreuses pratiques et des talents disponibles en fait dans nos écosystèmes. Et ce que je voulais partager à propos d'une culture du care, c'est que pour cultiver une culture du care, il faut que ce soit véritablement une éthique relationnelle en fait. Ça n'est pas simplement un ensemble de techniques de bien-être, mais c'est vraiment une manière fondamentale de comprendre nos responsabilités les uns et les unes envers les autres. Et il y a des travaux qui sont particulièrement intéressants et que je voulais bien mentionner parce que ça aussi, ça me permet de raccrocher avec la question des cercles. Ce sont les travaux de l'américaine psychologue et philosophe Carol Gilligan, qui a théorisé l'éthique du care dans les années 80. Et elle prône une posture que je trouve extrêmement importante
qui est la posture qu'elle nomme la posture d'écoute radicale, qu'elle décrit comme une attitude de curiosité radicale sans jugement. Et ça, justement, bah, c'est tout à fait une posture qui s'apparente à la posture qu'on peut cultiver, en effet, dans les cercles issus des philosophies autochtones de l'Amérique du Nord. C'est vraiment, c'est tout à fait cette posture d'écoute profonde, en fait, qu'on peut cultiver dans ces cercles. Et donc, ces cercles, ce sont des espaces qui sont des espaces, justement, naturellement inclusifs et naturellement informés sur le trauma. Je dis toujours que nous devenons observateurs et observatrices des processus de vie dans ces espaces, puisque le but est vraiment d'inclure chaque voix, y compris la plus petite. Donc chaque voix, même la plus petite, sera inclue. Et on arrive vraiment à accomplir dans ces espaces euh, l'idée que ben, chaque être est unique et important. Donc finalement, c'est cet idéal d'équidignité sur lequel nous échangeons souvent avec Cathy. Euh, donc les cercles, ils sont utilisés en justice réparatrice, ils sont utilisés dans l'éducation, dans les organisations, dans les hôpitaux, dans les prisons. La recherche montre vraiment que les cercles contribuent à augmenter un sentiment d'inclusion et de sécurité psychologique. Et c'est vraiment mon expérience, c'est que quand on propose ces formes, on arrive vraiment à créer beaucoup de bien-être et beaucoup de sécurité dans les groupes. Euh, Ce qu'on arrive à toucher, c'est peut-être ce que justement Carole Gilligan parlait des voies de la voie de résistance. C'est quelque chose qui est un peu sous-jacent. C'est-à-dire quelque chose qui a besoin d'être révélé, mais qu'on a un peu supprimé, qu'on a un petit peu effacé, refoulé. Donc, dans ces espaces d'écoute radicale et sans jugement, effectivement, on arrive plus facilement à faire émerger des idées qui sont assez difficiles à formuler et à articuler. Voilà, je ne sais pas si Anne-Claire, ça répondait à Oui, ta tu avais dit que je trouvais ça assez joli. Tu disais que l'écoute radicale, c'est un acte de justice dans. Ça, c'était une belle formule, je trouvais, dans la philosophie du cercle. question. Oui, et on trouve vraiment cette pensée dans tout le travail de Carol Gilligan aussi. C'est vraiment ce sens de... Elle a parlé de la voix humaine. En fait, pour elle, la voix humaine, c'est cette voix qui est un peu dormante, endormie, supprimée, parce que elle est écrasée par un conditionnement autoritaire, alors genré, binaire, etc., qu'on peut appeler patriarcal, évidemment, mais c'est vraiment, il y a une voix en dessous qui essaye de s'exprimer. Et en fait, finalement, pour moi, le plus important, c'est cela, parce que euh, le plus difficile, finalement, c'est de prendre conscience de nous-mêmes. Et pour tous les défenseurs et défenseuses des droits, c'est un travail intérieur considérable. Et donc tous les espaces qui vont leur permettre et nous permettre de réussir à formuler cette plus petite voix qui a besoin d'être libérée, qui est en fait notre vérité, eh bien ça va être vraiment salvateur, évidemment. Voilà. Alors, j'avais envie de reprendre des choses que tu nous avais proposées, que je trouvais vraiment pertinentes pour faire le lien entre vous trois qui restez là à la fin de cette session. Tu nous disais que le fait de créer de l'interconnexion, ça permet de générer un tissu vivant qui est indivisible. Alors là, je me dis, bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer à travers les ondes et les écrans, mais c'est quand même assez joli à observer. Et alors là, vous êtes vraiment l'exemple type de ce que tu disais, c'est de vibrer l'incarnation, c'est-à-dire de pratiquer ce qu'on défend. Donc,
je pense que les unes et les autres ici, vous pratiquez d'une manière ou d'une autre ce que vous défendez. Donc, à chacune de vous, comme je l'ai proposé avant à Tatiana, et j'ai envie de tendre la perche afin de clore cet échange. Qu'est-ce que vous avez envie d'impulser pour les gens qui nous écoutent pour demain, pour aller vers demain, pour que on se mette en mouvement, on soit en action et qu'on soit plus paralysé par des peurs ou la sensation que c'est beaucoup trop important pour s'engager. Alors, moi, je peux le dire en quelques mots. Déjà, Merci. j'aime beaucoup ton slogan dire plutôt que taire. Donc, on n'est pas forcément écouté, mais c'est déjà important de libérer la parole. Et j'ai envie de dire, en entendant tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, et bon, je pensais déjà avant qu'il vaut mieux agir plutôt que subir. Et peu importe qu'on ait des écueils, de toute façon, on va apprendre, hein, ça a été dit aussi aujourd'hui. Et moi, quand j'ai plus trop le moral, j'écoute tes podcasts, Anne-Claire. Comme ça me redonne un peu de pêche, voilà. Parce Merci. qu'il y a plein de gens merveilleux qui font plein de choses merveilleuses. Donc C'est voilà, vrai. c'est ce que j'avais à dire. Ouais, peut-être, hein, je pourrais dire que le droit et les droits humains, entre autres, sont vraiment un très bon levier pour agir, pour aller, pour faire avancer nos causes, pour plus de respect des humains, de la biodiversité, de la nature en général. Aujourd'hui, justement, on a beaucoup parlé de droits humains, de dignité, avec une approche très anthropocentrée, ce qui est très riche, hein. Il y a énormément de choses qui ont été réfléchies autour de ces notions dans une perspective surtout humaine. Et moi, je pense qu'il y a aussi tout un champ à explorer d'extension de la dignité et des droits à l'ensemble des êtres vivants. Ça me fait penser à une actualité que j'ai vue passer il y a 1 ou 2 semaines. Il y a 2 espèces d'abeilles au Pérou qui sont traditionnelles et assez importantes dans la culture amérindienne des Amérindiens du Pérou, qui sont devenues vraiment sujets de droit. Ce qui va forcément ouvrir tout un champ, j'imagine, pour la société civile péruvienne, pour la protection de ces abeilles, mais aussi d'autres espèces de pollinisateurs, de la culture et de l'environnement de manière générale. Donc ça, je trouve que c'est un champ très intéressant à aller explorer. Et parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour la protection des insectes pollinisateurs de manière générale, que ce soit en s'appuyant sur le droit, que ce soit en s'appuyant sur plutôt l'influence politique, la communication. Et nous, c'est ce qu'on fait sans relâche avec Pollinis. Et en tout cas, on est toujours complètement dépendant du soutien, que ce soit en signature de pétition ou en don de la part de citoyens qui ont envie de faire advenir la même société plus juste et plus écologique que nous. Et donc, rejoignez-nous, on a besoin de toutes et tous. Merci pour cet appel et cette ouverture à plus vaste que nous. On en avait parlé un tout petit peu au début, mais je trouve que c'est vraiment pertinent de se rappeler qu'on vit sur une planète qui a besoin qu'on prenne soin d'elle au même titre qu'on doit prendre soin de nous. Du coup, ça me permet de te repasser le bâton, Marion, pour ta conclusion. Eh bien, c'est parfait parce que justement, j'avais aussi à cœur euh, de dire que les droits humains, dans l'époque que nous traversons, il est clair qu'ils ne peuvent pas être pensés séparément des droits de la nature. Et on est vraiment fondamentalement interconnectés. Et comme les droits de la nature le proposent, c'est vraiment c'est c'est très inspirant de penser à réorienter notre pensée autour de principes de relations, d'interconnexion, de réciprocité. Et ben, je veux bien dire un tout petit mot à propos des enfants pour conclure, parce que euh,
justement, du point de vue des petits-enfants, je dis toujours que pour les petits, euh, le royaume des plantes et le royaume des animaux, c'est réellement leur patrie à eux. Donc ça me tient vraiment à cœur de le partager parce que c'est tellement évident quand on est avec eux en pleine nature. Et c'est aussi le sens de ce thème de la terre patrie que Edgar Morin évoque dans ses textes. Et c'est tellement une évidence. Et c'est quelque chose avec lequel on voyage beaucoup aussi en pensée dans la forme du cercle qui nous est transmise par les peuples autochtones. C'est qu'on est vraiment tous interconnectés avec tous les êtres. Donc je ne pourrais pas plus seconder cette dédicace de Joséphine. Et je vous remercie pour cet espace de rencontre. Et merci Anne-Claire pour ta facilitation pleine de grâce et de chaleur. Merci. Merci à toi pour ces bons mots. Merci à vous trois et à Tatiana, évidemment, d'avoir pris du temps sur votre temps qui est déjà précieux pour partager avec d'autres gens qui sont peut-être plus ou moins sensibilisés, qui vont peut-être se dire, ah, effectivement, tiens, là, j'ai une porte à laquelle je n'avais pas pensé. Tiens, oui, peut-être je peux aller soutenir Polénis parce que ça a vraiment du sens. Et c'est pas juste 3 abeilles dans mon territoire qui vont être sauvées. Oui, je peux aller signer une pétition. Donc finalement, je peux aller découvrir un cercle. Enfin, il y a mille et une choses que vous avez proposées là qui donnent envie de se mettre en action. Et c'est aussi ce que moi j'essaye de promouvoir d'une manière générale, c'est de dire aux gens, mais regardez, on peut tous faire un petit quelque chose. Et en plus, ça nous soulagera de ce poids des sentiments de dépression ou d'impuissance parce que ça met de la joie. Moi, je suis très joyeuse de vous avoir rencontré. Merci infiniment, Cathy, de m'avoir sollicité pour cet événement parce que j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Et évidemment, non, plus exactement, le micro du podcast sera ouvert pour qu'on puisse continuer nos discussions et faire un parallèle ou un suivi ou je ne sais quoi pour polliniser justement vos pensées et que ça aille au-delà de cet échange qui était déjà hyper riche et fructueux. En tout cas, à toutes et à tous, je vous souhaite de très beaux engagements, de très belles suites de réflexions et puis d'aller piocher peut-être aussi dans les références que les unes et les autres vous nous avez données généreusement. Merci pour votre temps. C'était une très très belle session. Merci Anne-Claire et merci à toutes. Merci Merci. pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Et voilà.